que après une énième provocation, après que 6 Azerbaïdjanais ont été tués par des mines qui avaient été posées par un commando la veille, sur un terrain qui avait été déminé préalablement, le gouvernement azerbaïdjanais a dit maintenant ça suffit, on reprend. Ah, c'est ça qui a déclenché donc la dernière Et offensive. D'accord. ça faisait des mois que le gouvernement était exaspéré et se disait si ça continue, on va reprendre ça par la force. Oui, ce qu'on voyait Et à quand Liev, il y a eu, effectivement, qui tapait du poing comme ça, arrêtez tout ça, c'est c'est. ça. Et quand il y a eu cet incident, on dit bon maintenant ça suffit, on nous prend pour des imbéciles, on va leur expliquer, ils ne veulent pas comprendre, on va leur montrer très concrètement qu'on ne plaisante pas et que tout ce qu'on accumule depuis des mois, c'est pas juste pour faire un exercice ou un défilé à bas coût. Et alors pourquoi la guerre n'a duré que 24 heures, même 23 heures et 50 minutes? Il faut que je vous explique. Parce que les Azerbaïdjanais ont montré ce qu'ils ont saisi. Ils ont dit, et ils ont raison, qu'il y avait 10 000 hommes en armes. 10 000 10 hommes, 000 oh non. 10 000 hommes en armes se réduits avec des kalachnikovs, des fusils de précision, des lance-roquettes, des armes lourdes, des blindés. Excusez-moi, même en étant plus nombreux, ils n'auraient jamais pu, dans une guerre classique, venir à bout de 10 000 hommes qui sont résolus à mourir jusqu'au dernier. Bien sûr. Pas en 24 heures. En quelques jours, en quelques semaines, sûrement, mais en 24 heures, non. Ce qui s'est passé, c'est que depuis des mois, les services secrets azerbaïdjanais ont identifié les numéros de téléphone des 20 principaux dirigeants séparatistes, ont recoupé ça avec leurs données satellites. Merci Monsieur Hollande, merci la France. Et oui. Et ont des armes à précision métrique, donc qui frappent à 1 mètre près. 70 cm, on avait dit. Non, ça c'est pour le satellite. Ah, d'accord, pardon. C'est le satellite français. Donc, qui frappe à 1 mètre. Mais parfois moins, hein. Une arme à précision métrique peut frapper à 10 cm. Hein. C'est-à-dire que le maximum d'erreur, c'est 1 mètre. Donc, ça a été fourni principalement par la Turquie et par Israël. Et merci M. Macron, merci M. Hollande, les Azerbaïdjanais ont des lasers et des radars qui permettent d'identifier la cible très précisément et donc de frapper au mètre près. Et ce que le commandement azerbaïdjanais a dit aux 20 principaux dirigeants, vous arrêtez tout de suite, ou sinon nous vous tuons. Et nous pouvons vous tuer sans qu'il y ait ne serait-ce qu'un blessé grave dans la maison voisine. Parce que nous, on peut quasiment rentrer par la fenêtre. La bombe à guidage laser va rentrer par la fenêtre. Oui. Et votre maison va s'effondrer, mais on a calibré de telle façon qu'à côté, il y aura des vitres cassées et c'est tout. Donc, vous ne mourrez même pas en vous disant il y aura tellement de bavures que l'Union européenne, la Russie seront obligés d'intervenir. Non, non, on va juste vous tuer et c'est tout. Donc, leur stratégie de se rapprocher de cibles civiles pour impressionner l'Azerbaïdjan n'a pas fonctionné du tout. Ils l'ont compris en quelques heures. Et en moins de 24 heures, ils ont hissé le drapeau blanc. D'accord. Alors c'est peut-être pour ça que les dirigeants européens, bah, ils sont un peu emmerdés, hein, excusez-moi l'expression, de dire voilà, ils se contentent de faire des blabla, des mots, mais ils ne peuvent pas agir parce qu'il n'y a pas eu de bavure, il n'y avait pas eu quoi que ce soit. Mais comment expliquer qu'il y a autant de personnes qui quittaient, 100 000 personnes qui quittaient qui quittaient le Karabakh? Parce que eux, les Arméniens, ce qu'ils disent, on ne quitte pas sa maison comme ça juste parce qu'on nous a demandé de partir. Bien sûr. J'aimerais bien que tu répondes ça. On arrive à la fin de l'émission pratiquement, mais j'aimerais bien qu'on termine ça. Oui, oui, non, je vais parler quelques minutes. On a encore quelques minutes. En fait, je vous renvoie à pour commencer notre troisième émission sur la question arménienne, où je vous avais expliqué comment les nationalistes arméniens et la Grèce avaient provoqué l'exode de la plupart des Arméniens d'Adana, Talsus et Melsin, dans le but d'empêcher la coexistence entre Arméniens et Turcs dans cette région, évidemment, de montrer entre guillemets, que les peuples ne peuvent pas cohabiter, qu'il doit y avoir un partage territorial et non pas une question de minorité, pour les Grecs comme pour les Arméniens, et espérer, si possible, provoquer des incidents afin d'avoir une intervention militaire britannique ou américaine. C'est vrai, je me rappelle. Dans le meilleur des cas. Je me rappelle très bien. Voilà. Et il y a eu autre chose, je vous en avais un petit peu parlé au Hatay, donc c'est cette partie de la Turquie qui n'a été récupérée qu'en 1939. Il y avait pas mal d'Arméniens à cet endroit-là. La majorité, pas tous, mais la majorité sont partis en 1939 au moment où les Turcs sont rentrés. Et là, c'était également pour montrer, entre guillemets, que la coexistence est impossible et pour créer un maximum de tension
entre la France et la Turquie, ça a échoué, et tout ça a été encouragé par l'Italie fasciste, alliée de l'Allemagne nazie, qui était totalement d'accord avec ça. Simplement, l'Italie fasciste était plus implantée dans la région que les nazis, donc les nazis leur ont dit allez-y, nous sommes avec vous, excellente initiative, parce que ce qui faisait peur à Mussolini et à Hitler, c'était que se constitue un bloc franco-anglo-turc avec un soutien grec et roumain qui, en gros, aurait menacé les puissances fascistes en cas de guerre. Et vous savez que la guerre a eu lieu quelques mois plus tard. D'accord. Donc, tout ça pour vous dire que provoquer un exode, ça n'a rien de nouveau dans l'univers mental de nationalistes arméniens. Et les buts sont en partie les mêmes. C'est de prouver, entre guillemets, que les Azerbaïdjanais ne peuvent pas vivre avec les Arméniens, de diaboliser l'Azerbaïdjan qui nous a battus, enfin, je parle comme si j'étais nationaliste arménien, et peut-être, ça c'est le scénario idéal pour ces gens-là, d'avoir une intervention russe, occidentale, enfin n'importe qui, des Martiens peut-être, pour, sinon reprendre le Karabakh, du moins avoir une... Donc ils espéraient une aide extérieure, quoi. Comme tout le temps. C'est ça. Comme tout le temps. De tout le temps, mais c'est extraordinaire. Ils ne l'obtiennent pratiquement jamais. Quand ils l'obtiennent, c'est pire que tout. Je pense à la Russie en 1914, 1915, 1916. Mais ils continuent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je comprends pas. Ils font des confiances, ils font ceux-là, ils prennent des amis qui à chaque fois sont poignardés dans le dos, mais ils comprennent pas l'histoire. Ils continuent toujours. Et là encore aujourd'hui, on revoit encore l'histoire de la Turquie et on va encore dire, on est en train de dire encore les mêmes mots. Les Turcs nous ont génocidés. Maintenant, c'est les Azéris qui nous génocident. Alors qu'en vérité, ils font confiance qu'à des mauvaises personnes. C'est ça.